Bismillah, salatu wa salam ala rasulillah. Mesdames et messieurs, que la paix d'Allah soit sur vous et chez vous. Assalamu alaikum et bienvenue dans ce numéro du Talk d'Al Bayan. Nous sommes très heureux d'être chez vous pour bien sûr présenter cette émission. Il faut savoir que notre pays est un gros consommateur de protéines animales, c'est-à-dire de viande, et quelle est la politique de l'État pour développer le secteur de l'élevage et comment surtout parvenir à l'autosuffisance en viande pour notre pays. C'est la question centrale que nous allons poser à notre invité, qui est le ministre en charge des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire, M. Sidi Touré, qui est notre invité. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais partagez, merci à vous de m'inviter. D'accord. Alors, avec vous, on parlera en tout cas des difficultés du secteur. Qu'est-ce que l'État fait pour aider, on va dire, les éleveurs locaux à pouvoir s'en sortir et comment limiter au maximum les importations de viande, parce qu'on sait qu'il faut plusieurs têtes, en tout cas, importées pour satisfaire la demande sur le terrain. Mokhtar Toungara est avec nous. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Comment ça va, Mokhtar? Ben, très bien. D'accord. On se retrouve une semaine après. Hein? Une semaine après le lancement du talk. Mais je pense que l'invité aujourd'hui est à la taille. Donc, on va parler avec lui. Nous avons un invité de taille. D'accord. Merci bien, Mokhtar. Madina Raissa Koulibaly, salam alaikum. Oui, comment ça va? Oui, ça va très bien, Hakim. D'accord. Alors tout à l'heure, on va donc découvrir en défait les faits. De quoi est-ce qu'on parle dans cette rubrique? C'est tout de suite après. Si. Alors vous suivez le Talk d'Al Bayan et bienvenue dans la rubrique On défait les faits. Alors Madina, tu nous amènes au Qatar pour le mondial. Oui. Quel fait a marqué ton attention? Le comportement du peuple nippon. Le sens du civisme et de la discipline de ce peuple a ébahi le monde. Nous avons vu des supporters nettoyer un stade après le match. Nous avons vu des joueurs laisser leur vestiaire propre, bien rangé après le match. Même pour l'explosion de joie après la victoire, dans les rues, ils ont privilégié les bandes blanches. Et lorsqu'une voiture devait passer, ils s'écartaient. En plus, ils ont écourté le temps d'explosion de leur joie juste pour permettre aux gens de circuler. Oui. Ils ont tellement si bien impacté le monde que le Sénégal a décidé d'emboîter le pas en nettoyant aussi un stade après les matchs. Alors, cela m'amène à poser la question à Monsieur le ministre, notre invité de ce talk, de savoir quel est votre sport préféré? Le basketball. Ah, du basketball. Oui. D'accord, ça c'est bon à savoir ça. Inch'Allah. Alors maintenant, le mondial, par rapport à ces commentaires de cette image, voir des supporters nettoyer leur environnement après un match, soit il y a une défaite mais il y a une victoire, mais quand même, ils ont fait cela. Quel commentaire cela vous inspire? Écoutez, je vous rappelle que j'ai été un moment ministre en charge du civisme. Pendant un moment, c'est le privilège que le président de la République m'a accordé dans un moment de mon parcours. Et l'avoir vu, parce que je l'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, je pense que c'était une bonne initiative qui inspire d'ailleurs. Vous avez dit que le Sénégal en a fait pareil. Et ça amène à poser des actes positifs et ça contamine. Un geste positif est toujours contaminant et je suis heureux que cela soit ainsi. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, Mokhtar, tiens-moi dit sur la question de l'attitude de ces Japonais et Sénégalais. Ben, je pense que c'est une attitude louable. Hein. Mais à côté de ça, je voudrais qu'on retienne le bon comportement. Parce que partout où on est, c'est-à-dire que l'acte qu'on pose, on peut juger le pays, on peut juger la famille, on peut juger l'homme par rapport à l'acte que vous posez. Et donc, ces Japonais, franchement, l'acte qu'ils ont posé, et puis l'acte qui a été repris par les Sénégalais, est un acte louable. Parce que le football aussi, c'est la discipline. Mais à côté de ça, je voulais peut-être demander à M. le ministre, qu'est-ce que ça lui fait du fait que la Côte d'Ivoire ne soit pas à ce mondial, par exemple? Un peu dépité, mais la Côte d'Ivoire est représentée aussi à travers les équipes africaines qui, dans la journée d'aujourd'hui, nous ont fait honneur. Exactement. Donc, il faut prier pour ces équipes qui sont là, pour toute l'Afrique d'ailleurs. Il faut préparer la CAN qui arrive bientôt en Côte d'Ivoire. Bien sûr, c'est important. En fait, oui, on va terminer sur la question sportive. Ne devient pas un pays développé qui veut, mais qui peut. Le Japon s'est donné le moyen d'arriver là où il est, avec un peuple discipliné, avec un haut sens du civisme. Je pense que notre pays gagnera à imiter. Oui, on va y arriver. On est sur la bonne voie d'ailleurs, je peux te rassurer. Je parle sous le contrôle du ministre Sidi Touré qui est avec nous ce soir pour parler d'un thème important, comment parvenir à l'autosuffisance, on va dire, en protéines animales dans notre pays. Alors, monsieur le ministre, dites-nous, quelle est la politique d'élevage mise en place par votre ministère? Merci beaucoup pour cette question. Déjà, l'année dernière,
en 2021, nous avons, dès notre prise de fonction, engagé une forte réflexion de réforme dans notre secteur de la production halieutique et animale. D'ailleurs, il faut préciser une chose, quand on parle de ressources animales halieutiques, les gens ne comprennent pas trop, parce que le langage est un peu trop soutenu. Il faut peut-être dire ministre de l'élevage et de la pêche, c'est beaucoup plus proche du vécu des Ivoiriens. Et donc, nous avons formulé d'ailleurs une politique nationale chargée de la transformation, du développement du secteur de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Et ce document politique a été adopté en janvier de cette année par le gouvernement et au cours d'un conseil des ministres qui aujourd'hui s'arrime à notre plan national de développement 2021-2025. Et justement, dans le cadre du corpus de ce document politique, nous avons une stratégie qui est spécialement dédiée au développement de l'élevage. Et donc, cette stratégie se déploie dans tous les différents secteurs, sur toutes les spéculations animales en Côte d'Ivoire. Alors, quels sont les types d'élevage que nous avons ici en Côte d'Ivoire, que vous accompagnez? La pratique de l'élevage est différenciée à deux niveaux. De façon générale, les Ivoiriens sont plus dans l'élevage traditionnel, alors qu'il existe concomitamment l'élevage, je veux dire, de type amélioré, qui emprunte des pratiques un peu plus sophistiquées, de façon générale, pour toutes les spéculations. Voilà. D'accord. Alors, quand on parle de ces élevages, ça veut dire que les Ivoiriens consomment beaucoup la viande? Oui, il faut noter que pour ce qui concerne de façon générale l'élevage, nous produisons en réalité, pour toutes les spéculations, qu'elles soient bovines, ovines, caprines, nous produisons pour 40% de ce que nous consommons. C'est-à-dire l'essentiel vient de l'extérieur, dans les pays limitrophes. Et bien sûr, ce sont des mets qui sont dans le quotidien des Ivoiriens de plus en plus, et avec une certaine variété. Par le passé, nous avions plus la viande de bœuf et de mouton, mais depuis un certain nombre d'années, il y a plus le poulet qui se retrouve dans l'assiette de l'Ivoirien. Je me souviens encore, il y a quelques années en arrière, lorsqu'on parlait de mets de fête, c'était plus le poulet. Effectivement. Maintenant, le poulet se trouve dans le quotidien, mais cela n'est pas apparu de façon exceptionnelle. C'est parce qu'il y a eu une politique depuis 3 ans qui a privilégié le développement de ce secteur, de sorte qu'aujourd'hui, en tout cas sur cette spéculation avicole, la Côte d'Ivoire garde une relative dépendance par rapport à l'extérieur. Indépendance, je veux dire, excusez-moi. D'accord. Mokhtar Toungara? Oui, donc je voulais juste... après, le ministre dit, tout à l'heure, il a sorti le mot, il a parlé de politique nationale, il a parlé d'élevage sophistiqué. Je voudrais que le ministre nous explique. Tout dernièrement, ils ont voté de nouvelles lois dans le domaine de la production animale, qui nous explique un peu cette loi-là. Ça consiste à quoi? Nous avons beaucoup de dispositifs, beaucoup de projets de décrets qui ont été adoptés. Nous avons des décrets qui, pour l'essentiel, viennent structurer un peu l'organisation de la pratique de l'élevage en Côte d'Ivoire. Vous avez le décret qui porte, en tout cas pour gérer la problématique des conflits éleveurs-agriculteurs. Nous avons eu un décret qui est venu essayer de mettre de l'ordre dans la matière pour faciliter l'interaction entre éleveurs et agriculteurs pour le règlement amiable des différents conflits. Nous avons aussi un décret qui vient réguler l'installation, les modalités d'installation d'une ferme d'élevage, etc. Parce qu'on ne s'installe pas de façon anarchique. Il y a une façon de s'installer et il y a des modalités particulières pour assurer la biosécurité de notre élevage de façon spécifique. Nous avons fait adopter une série de textes aussi dans le secteur de la santé vétérinaire. Donc, je peux les passer en revue, mais ça va être un peu fastidieux. Tout à fait. Hakim, je voulais terminer, hein, parce que tout à l'heure, le ministre l'a dit aussi, hein, le gros problème de l'élevage en Côte d'Ivoire, c'est les problèmes entre les éleveurs et les populations. Oui. Tout à l'heure, il a dit qu'il y a des lois qui ont été votées, il y a des compromis. Est-ce que si ce n'est pas un secret, est-ce qu'on peut savoir le contenu? Qu'est-ce que vous avez? Parce que l'éleveur aujourd'hui qui est assis là, qui écoute cette émission, va dire, s'il y a un compromis, c'est quoi? Non, en fait, dans la pratique, nous disons que l'éleveur et l'agriculteur peuvent cohabiter de façon très intelligente. Parce que dans le cycle culturel, il arrive un moment où le cultivateur récolte les fruits de son travail
et la terre est nue d'exploitation. Et c'est en ce moment que l'éleveur peut venir faire paître son bétail et en même temps ensemencer de son fumier le sol pour que dans le cycle suivant cultural, nous puissions le cultivateur puisse trouver le bénéfice de cet ensemencement avec du fumier, de l'enrichissement du sol. Donc c'est ce mécanisme cohérent et bien réfléchi qui a été mis dans un décret qui est sur la table du gouvernement pour être adopté. D'accord. Alors, monsieur le ministre, quel est le niveau d'implication de l'État au niveau des particuliers qui ont on va dire des fermes, on va dire voilà, qui élèvent peut-être à domicile ou dans des endroits moins grands? Une exploitation d'élevage est d'abord une initiative privée. Et donc l'État, pour ce qui le concerne, met en place le cadre pour aider, en tout cas former l'exploitant, pour accompagner les gens dans leur initiative. C'est en cela que nous avons des dispositifs d'accompagnement et nous mettons souvent en place des programmes. Nous avons le PADECI, qui a été un programme qui a accompagné des jeunes à s'installer dans le secteur de la production avicole, même à être installé avec des kits d'élevage bovin, même des kits d'élevage ovin aussi par ailleurs. Donc l'État est un régulateur, un accompagnateur, un formateur. Voilà. Mais d'abord, c'est l'envie et l'initiative individuelle qui doit primer. Alors, celui qui doit se lancer de façon individuelle, on va dire, quels sont les conseils que vous pouvez donner à cette personne? Quelles sont les dispositions à prendre pour réussir quand on sait, par exemple, que dans le domaine de l'élevage, les risques sont souvent élevés? Les risques de perte surtout. Non, les risques de perte sont élevés parce qu'il s'agit ici de traiter de la matière vivante. On parle d'animaux, ils sont des êtres vivants. Donc, on ne s'improvise pas éleveur de ces animaux. Il faut un minimum de formation et nous avons des écoles qui sont spécialisées en la matière pour donner sorte de référencement, de qualification rapide en 1-2 semaines pour que la personne puisse avoir le niveau pour pouvoir prendre en charge son exploitation, que ce soit élevage de poissons ou bien élevage de n'importe quelle spéculation. Et puis ensuite, par le prolongement de l'action du ministère de l'Agriculture à travers l'ANADER, il y a des accompagnements spécifiques qui peuvent se faire à l'attention de ces différentes personnes qui se lancent dans l'exploitation dans un élevage. D'accord. Madina, une question pour le ministre, je suppose. Lequel de ces types d'élevage est le plus favorisé et le plus prisé par les Ivoiriens? Il faut juste relever que les Ivoiriens privilégient en tout cas les élevages assez courts, c'est-à-dire où la rentabilité est beaucoup plus rapide. Essentiellement, vous avez l'élevage de poulets de chair, où la rentabilité est beaucoup plus rapide. Vous avez l'élevage de lapins aussi, quelque peu la wouti, etc. Donc c'est ce qui est privilégié par les Ivoiriens. C'est tout à fait naturel. Ils rentrent très rapidement dans leur fonds et voilà, ils ne perdent pas. Donc c'est ce qui est le plus prisé par les Ivoiriens de façon générale. D'accord. Alors est-ce qu'on peut dire que la tendance est en train de changer? Parce qu'avant, l'élevage n'était pas dans la culture de l'Ivoirien. Et qu'est-ce que l'État fait pour encourager de plus en plus de jeunes à s'intéresser à ce domaine? Je pense que déjà, vous nous donnez cette opportunité aujourd'hui à communiquer à l'ensemble des Ivoiriens. Donc, c'est autant de plateaux que nous visons, que nous souhaiterions avoir pour parler aux Ivoiriens et leur dire que c'est une grosse erreur de penser que l'élevage n'est pas pour eux, Ivoiriens, parce qu'on n'a malheureusement pas la culture généralisée de faire l'élevage, parce que l'Ivoirien aimerait bien se voir dans un beau costume, assis derrière le bureau, etc. Mais justement, c'est une mauvaise appréciation du commerce. Allez-y voir derrière les tables du boucher, l'argent qu'il génère, les ressources qu'il gagne. C'est peut-être ce qu'il veut entendre, qu'il y a l'argent dedans, dans ce business-là. Mais pour le dire, justement, pour l'affirmer aujourd'hui, notez très bien, et j'aimerais le dire à l'attention des Ivoiriens qui nous écoutent, que ce sont près de 400 milliards de francs CFA de devises que l'État de Côte d'Ivoire dépense à importer de la protéine animale en Côte d'Ivoire. Donc, c'est 400 milliards de francs CFA que les Ivoiriens peuvent se partager en s'investissant dans ce secteur. Un, ça les nourrit. Deux, ça leur permet aussi de se prendre en charge, de prendre en charge leur famille et de devenir aussi des hommes d'affaires prospères. Donc, nous avons, à notre niveau, une pédagogie à faire pour changer l'image projetée du secteur, c'est-à-dire la personne qui est toujours sale avec, voilà, pas comme il faut.
Mais à contrario, regardez un tout petit peu dans certains pays tels que le Brésil, ou en Europe, etc. Mais ce sont les agriculteurs, les éleveurs qui sont les plus riches de leurs différents pays. J'ai eu le privilège de visiter le Brésil, mais c'est dans les fermes d'élevage que les jets privés atterrissent et décollent pour aller dans la capitale. Donc, pourquoi ne pensons-nous pas que ce modèle puisse être répliqué en Côte d'Ivoire? Réveillez-vous, hein, chers Ivoiriens, parce que d'autres personnes commencent à regarder dans le secteur. Après, ne venez pas dire qu'on ne vous a pas dit. Hein. Venez dans ce secteur, venez chercher à prendre votre part du gâteau, parce que l'élevage, c'est le futur café cacao de la Côte d'Ivoire. Ah oui, vous êtes prévenus en tout cas. moi, je pense que... Oui, Madina, vas-y. Qu'est-ce qui est fait pour permettre de moderniser? Est-ce qu'il y a des subventions pour permettre de moderniser l'élevage pour coller avec cette nouvelle image de l'éleveur, comme vous la présentez? Tout ne part pas de subventions. D'abord, une fois, l'initiative privée, investir dans l'élevage, c'est l'initiative privée. Le rôle de l'État, c'est de se rassurer que ceux qui mettent leur argent dans un secteur, dans une chaîne de valeur, ne perdent pas leurs ressources, et au moins qu'ils soient traités de façon équitable, quelque acteur qu'ils soient, quelle que soit la chaîne de valeur où ils investissent leur argent. Mais pour ce qui concerne notre secteur, le secteur de l'élevage et de la pêche, l'État a pris l'option de présenter des modèles structurants, de sorte à ce que ce modèle structurant puisse aider dans la commercialisation et l'investissement des différents acteurs. Je parlais tantôt de l'aviculture, où la pratique est encore traditionnelle. Nous avons décidé d'accompagner les jeunes Ivoiriens à travers le PMSA, qui est le programme de modernisation de l'aviculture en Côte d'Ivoire, par des accompagnements de formation, mais souvent aussi financiers, pour pouvoir moderniser leur exploitation, mais aussi les accompagner dans la distribution. Une chose est de produire, mais après, il faut distribuer pour que le produit se retrouve sur le marché. Donc, tant que la distribution n'est pas garantie, on a un goulot d'étranglement avec la production qui est massive sous la main pour des productions qui sont vitales, qui risquent de périr en guillemets. Donc nous rassurons que la chaîne de valeur est viable de bout en bout. Donc tout ça, c'est l'accompagnement de l'État. Alors dans tout cet accompagnement, est-ce que cela prend en compte, on va dire, le coût des aliments? Vous avez dit que c'est la matière vivante qui est traitée. Le coût des aliments pour les poulets, pour les moutons, pour les lapins. Est-ce que l'État fait quelque chose pour que cela soit accessible à tous les éleveurs? Oui, le coût de l'aliment, vous touchez un sujet assez important. Le coût de l'aliment compte pour près de 60 à 70% dans le coût de revient de n'importe quelle spéculation animale. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que très souvent, nous avons, surtout du fait de la crise ukrainienne, et puis bien avant ça, nous avons eu aussi du fait de la Covid, des flambées sur certaines productions de protéines animales. Et pour aider les producteurs, l'État d'ailleurs a fait une part de sacrifice importante en prenant en charge certains facteurs de production pour près de 70 à 80 milliards de francs CFA, souvent dans la production de maïs, c'est des menus, etc. Donc nous accompagnons le secteur sur l'aliment et nous encourageons les grands majors à venir s'installer en Côte d'Ivoire pour que nous n'ayons pas toujours à importer l'alimentation de nos différents animaux venant de l'extérieur. D'accord. Mokhtar? Donc, Hakim, vraiment, j'ai pris mon temps pour écouter M. le ministre, oui. Mais quelque part, j'ai des petites inquiétudes. Hein. J'ai des petites inquiétudes. Vous savez, moi avant, quand on préparait cette émission-là, j'ai pris le temps de parler avec des gens qui sont déjà essayés dans le métier. Mais à côté du fait que, c'est vrai, le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est un métier porteur, mais en même temps, ça peut être un métier appauvrissant. Je m'explique, lorsque un jeune, ça va peut-être, on lui donne les moyens peut-être de faire un poulailler, par exemple, et que par derrière, il n'a pas la formation nécessaire. Je prends un exemple, par exemple, lorsque vous faites de l'élevage de poulet, la première des choses que vous devez, c'est connaître d'abord le plan vétérinaire qu'il y a dessus. Parce que le vétérinaire aussi, au niveau de la santé de ces animaux-là, il y a le vétérinaire qui intervient dedans. Mais quand vous investissez et que par derrière, vous ne savez même pas que par derrière, il y a le côté médical qui intervient, c'est catastrophique. Donc je voulais demander tout à l'heure à M. le ministre qui nous dise, est-ce qu'à côté du fait que c'est vrai que l'État aujourd'hui fait beaucoup de choses pour les jeunes, mais ces jeunes qu'on installe, est-ce que
par derrière le côté vétérinaire est assuré? Déjà, ce qu'il faut que vous notiez, c'est que de façon générale, l'État assure un minimum d'accompagnement dans tous les secteurs, entre guillemets, régaliens, où il essaie de déployer son action, son initiative. C'était le cas lorsque j'étais en charge du ministère de l'Emploi des Jeunes. Il y a l'agence Emploi Jeunes que nous avons créée. Pour ce qui concerne le ministère des Ressources animales et halieutiques, nous avons en direction départementale et en direction régionale nos collaborateurs qui assurent un minimum d'accompagnement aux différents acteurs qui veulent, au niveau local, au niveau territorial, qui veulent se lancer dans l'élevage, que ce soit de poulets ou de n'importe quelle spéculation voulue, pour que l'accompagnement vétérinaire dont vous parliez existe. Mais cela dit, il est important quand même qu'il y ait un minimum de formation. Ne s'érige pas en journaliste n'importe qui. Il y a un minimum de formation avant de dire qu'on est journaliste. Et surtout quand il s'agit de votre argent que vous mettez dans une affaire, il faut savoir ce dans quoi vous vous investissez. Et c'est en cela que pour nous, la formation, elle est indispensable. Et ces préliminaires de formation sont donnés en direction départementale ou dans certains de nos centres de formation qui sont disponibles sur tout l'étendue du territoire national. Ça me rassure. Merci beaucoup. Oui, Madina, vas-y. Monsieur le ministre, je vous ai écouté et c'est vraiment intéressant ce que vous avez mis en place pour aider le jeune. Mais j'ai l'impression que cette jeunesse n'est pas forcément informée de tout ce que vous faites pour eux. Quelle est la politique de communication pour rendre l'information accessible au peuple, en fait? Merci de m'accueillir sur ce plateau. C'est avec un plaisir. Al Bayan me donne cette lucane exceptionnelle. Ah oui. Et voilà, c'est un autre moyen. Et je pense que vous nous verrez de plus en plus. Et c'est en cela que nous avons instruit avec le partenariat que nous avons signé avec une entreprise privée. Nous allons désormais avoir un rendez-vous annuel de visibilité des métiers de l'élevage en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, vous me donnez l'occasion d'annoncer pour du 8 au 10 décembre le salon de l'élevage, le forum de l'élevage qui aura lieu à Abidjan, au Palais de la Culture, où tous ceux qui sont intéressés par le métier de l'élevage auront l'occasion de se familiariser ou de rencontrer des acteurs qui ont cheminé dans le secteur, qui ont eu des difficultés, qui viennent exprimer ces difficultés, qui viennent avoir des réponses et qui viennent leur donner leur expérience. Donc ça aura lieu du 8 au 10 décembre au Palais de la Culture. C'est un champ d'expression, de communication. Donc vous nous verrez de plus en plus sur tous les différents créneaux pour pouvoir expliquer ce que c'est que le secteur et dire qu'ils peuvent gagner de l'argent en s'investissant dans l'élevage. Merci, monsieur le ministre, en tout cas, pour ces explications. Vous suivez le talk d'Al Bayan. Nous allons marquer une pause publicitaire. On revient juste après. Bienvenue sur la plateforme de la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Mon nom est Al Bayan. Vous avez votre téléphone ou votre tablette. Al Bayan vous offre la totale. Un seul clic et le monde de l'information vous est gracieusement ouvert. Ici, c'est du 100% gratuit. Sur Android, allez vite avec ce petit clic de quelques minutes pour télécharger depuis Play Store le All-in-One d'Al Bayan. Vous avez un iPhone, c'est aussi facile que tout. Un seul clic. Depuis Apple Store pour télécharger gratuitement votre joyau, l'application mobile d'Al Bayan. J'ai dit All-in-One, le tout en un. Oui, Al Bayan vous offre en live Direct TV en continu. Télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue, vous êtes sur la télévision Al Bayan. Et faites télécharger l'application All-in-One d'Al Bayan sur Play Store ou Apple Store et restez connectés à tout moment, partout et sur tout support. Je suis Al Bayan, la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Alhamdulillah. Télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité.
Merci de suivre le Talk d'Al-Bayan. Nous sommes très heureux de recevoir sur ce plateau le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, avec qui nous parlons en tout cas de la politique du gouvernement en matière d'élevage. Il a donc donné beaucoup d'explications, surtout inviter la jeunesse à s'intéresser, on va dire, à ces secteurs qui est très porteur. Vous avez dit il y a beaucoup de milliards sont investis. 400 milliards de francs CFA. Donc, c'est-à-dire que l'argent circule dans ce secteur, on ne sait pas. Maintenant, dans l'information, on va tous être des éleveurs en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Alors, donc, ça veut dire que si on s'intéresse, il y aura moins d'importations. Et en matière d'importation, qu'est-ce qui est importé? Est-ce que ce sont les bœufs? Est-ce que ce sont les moutons? Ou tout est concerné? Ben, écoutez, tout est concerné, que ce soit les bœufs ou les moutons. D'ailleurs, nous avions, l'année dernière, nous avons failli être face à une crise, à la veille de la Tabaski d'ailleurs, du fait de, malheureusement, notre pays frère, le Mali, qui est en crise institutionnelle, et du fait des sanctions de la sous-région, ce pays a malheureusement avait décidé de fermer ses frontières par rapport à l'exportation du bétail vers la Côte d'Ivoire. Il faut dire que le Mali fournit pour près de 20% de ce que nous consommons en matière de moutons. Et il a fallu trouver des solutions alternatives qui ont été trouvées à travers d'autres réseaux d'approvisionnement. Mais le risque demeure toujours présent puisque vous avez le Burkina aussi qui est en crise. Bien sûr, les circuits d'approvisionnement sont fortement menacés par le djihadisme, etc., parce que ce sont les zones de production où se trouvent les djihadistes. Donc nous n'avons de solution que de produire localement ce bétail, c'est-à-dire le gap de près de 70% que nous attendons. Il faut qu'on le produise 70%, il faut qu'on produise localement. C'est ce qui justifie d'ailleurs le fort investissement de l'État de Côte d'Ivoire à trouver des réponses structurelles à travers la réhabilitation des différents ranchs-stations qui existaient par le passé en Côte d'Ivoire. Vous avez certainement entendu parler du Centre national au vin de Béoumi, qui sera réhabilité, qui est en voie de réhabilitation, qui sera terminé cette année 2023 et qui sera opérationnel. Nous aurons aussi le centre, le ranch de la Pania, dont la vocation sera de produire des kits d'élevage pour du bœuf amélioré dans le sens où produire de la viande. Parce que l'amélioration chez nous, chez les techniciens vétérinaires, ce n'est pas forcément de l'amélioration génétique, c'est de l'amélioration par croisement pour amener les bonnes conformations qu'on souhaite. Et là, c'est la conformation sur la masse, la carcasse. Et ça sera fait au niveau de Pania, qui se trouve du côté de Bundiali, sans oublier le lait, du côté de Ferkessédou, etc. Tout ça pour mettre à la disposition de jeunes Ivoiriens qui souhaitent s'investir dans le secteur, des kits d'élevage, je dis, avec de bonnes conformations, voilà, bien rentables pour leur investissement. Et à qui s'adresser pour voir ces kits d'élevage? Ben, écoutez, le projet sera lancé en 2023 et à nos services au niveau local, les directions départementales, les directions régionales et les différents ranchs-stations qui auront pour vocation de faire le rayonnement de tout ce mécanisme au niveau national. Alors, par le passé, on disait que le Nord était propice à l'élevage. Est-ce que c'est le cas à présent? Aujourd'hui, vous avez des élevages jusqu'au sud. Hein. Voilà, je pense même le centre même performe énormément dans la production laitière. Il n'y a pas de zone réservée. L'élevage se fait dans n'importe quel environnement. Il faut juste y mettre les moyens et les conditions vétérinaires pour pouvoir suivre cela. Il n'y a pas de zone réservée. Mais c'est clair que ça dépend aussi je veux dire, des conformations, des habitudes ou de la prédisposition de l'animal, voilà, par rapport à la région. Parce qu'un animal qui résiste bien en zone sahélienne résistera certainement moins en zone forestière. Mais bon, tout ça sont les dispositions techniques qui sont gérées par nos vétérinaires. On sait faire adapter tout dans n'importe quel environnement aujourd'hui. Alors justement, ils sont rares ces éleveurs qui s'adressent aux vétérinaires pour, on va dire, la santé de leur bétail. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ben, il faut le faire déjà même pour ce que vous mangez au quotidien. Sachez que nous avons des services vétérinaires très compétents au niveau national qui se rassurent de la qualité de ce que nous mangeons au quotidien. Sans cela, je pense qu'on aurait énormément de crises. Donc, c'est un bon signe du fait que de la présence permanente au bon endroit de nos différents vétérinaires. Il y a certes ceux qui sont assermentés du point de vue de l'État, mais il y a aussi des vétérinaires privés qui agissent pour le compte de l'État sur toute l'étendue du territoire. Nous en voulons beaucoup plus, il n'y en a pas assez. Nous
nous espérons qu'avec la future école de vétérinaires que le président a autorisé, dont le président a autorisé la création en Côte d'Ivoire, nous aurons beaucoup plus de vétérinaires pour pouvoir prendre ces éléments en charge. Et comment est-ce que, on va dire, les bêtes qui rentrent en Côte d'Ivoire, comment est-ce que leur santé est contrôlée? Déjà à la frontière. Déjà à la frontière, nous avons des postes frontières postes d'entrée à la frontière où le bétail, avant d'accéder au territoire, le bétail est mis en quarantaine, évalué du point de vue sanitaire. Et si le bétail n'est pas en bonne santé, bien sûr, il reste en quarantaine ou il est renvoyé. Mais c'est seulement le bétail en bonne santé qui rentre sur le territoire national. Nous avons des vétérinaires sur tous les postes d'entrée de Côte d'Ivoire. Soyez certains que nous sommes vigilants sur ce sujet. D'accord. Docteur? Je voulais à la suite demander à Monsieur le ministre, tout à l'heure on a parlé de vétérinaire, ça c'est un aspect, mais il y a le côté nutritionnel aussi. Je voulais demander à Monsieur le ministre, les aliments consommés par les animaux sont-ils des produits localement produits ou importés? Bon, localement, nous avons de quoi nourrir notre bétail, mais il n'y en a pas assez et il n'y en a pas de qualité. Parce que pour que les animaux atteignent un certain nombre de performances en termes de production de carcasse ou de lait, il faut souvent les complémenter, ces différents aliments. Donc forcément, je veux dire, une amélioration de ces aliments, un peu comme un complément alimentaire. Mais malheureusement, nous n'avons pas d'usine de fabrication de ces différents compléments alimentaires. Donc ces compléments alimentaires sont importés. Ça, c'est un. Maintenant, quand on va du point de vue de la matière première, elle n'existe pas toujours en Côte d'Ivoire. Les matières premières, c'est quoi? C'est le soja, c'est le maïs. Nous en produisons, mais nous n'en produisons pas en quantité industrielle. Le maïs et tous ces éléments sont partagés aussi dans l'alimentation humaine. N'oubliez pas votre cabato aussi, ça vient du maïs. Oui. Donc vous le partagez aussi avec le mouton. Voilà, avec le bétail, on va dire. Donc c'est très partagé, c'est en cela que il y a une grosse initiative qui a été lancée par le gouvernement pour produire massivement l'alimentation, aussi bien pour les besoins de consommation humaine que pour le bétail. Monsieur le ministre, est-ce que ce que vous venez d'expliquer, ceci explique le fait qu'il y a des éleveurs, les petits éleveurs qui s'essaient au métier, trouvent que l'alimentation du bétail est très élevée, le prix est très élevé? Oui, je confirme, ce sont tous ces différents facteurs qui greffent un tout petit peu les marges des différents exploitants. Et c'est l'objet de cette grosse initiative, encore une fois, qui vise à produire localement l'aliment. Comme je l'ai dit tantôt, l'aliment compte pour près de 60 à 70% du prix de revient de ce que vous mangez. Si nous réglons le sujet et qu'au final, ça ne coûte que 30% dans le prix de revient, vous voyez la marge que les différents exploitants vont se faire sur ces différentes spéculations. Donc nous y travaillons actuellement. Il y a des gens qui sont investis dans le secteur à cet effet. Est-ce qu'il y a une subvention à ce niveau-là? Déjà, la subvention existe. La subvention existe, je l'ai dit tantôt. Le gouvernement a déjà accompagné le secteur qui était en crise sur ces différents sujets à la suite de la Covid, mais aussi à la suite de la crise ukrainienne, où l'Ukraine fournissait fournit en tout cas la majeure partie du maïs du monde, de façon générale, le grenier du monde. D'accord, oui, Madina? Monsieur le ministre, peut-être cela ne dépend pas entièrement que de votre ministère, mais qu'est-ce qui est fait pour réduire les tracasseries? À entendre certains commerçants, qu'est-ce qui est fait pour réduire les tracasseries routières, de telle sorte qu'on ait des bêtes moins chères, surtout pendant la tabaski? Effectivement, ceci me permet de revenir sur une question posée par Mokhtar d'ailleurs tout à l'heure. Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un décret portant sur la mise en place du Comité national de la transhumance, qui est un dispositif institutionnel au niveau national qui a
des démembrements au niveau régional et au niveau départemental, dont la vocation est d'ailleurs de soulever ou de lever toutes les entraves au déplacement du bétail, que ce soit d'un point X, c'est-à-dire en national ou bien en transfrontalier. Donc ce comité est un comité pluridisciplinaire et multisectoriel, aussi bien les institutionnels que les acteurs du secteur privé, c'est-à-dire les interprofessions, bovins, etc. Ils sont tous à l'intérieur et chacun lève les problèmes et les problèmes sont réglés à cet effet. Ce comité a été installé, le décret a été adopté au mois d'août et a commencé les différentes réunions. Et c'est d'ailleurs ce comité, par son action, qui a permis de nous assurer l'année dernière, cette année 2022 en tout cas, de passer une très bonne fête de Tabaski sans trop de heurts. D'accord. Alors parlons donc de la stratégie pour sortir en tout cas de la dépendance extérieure. Qu'est-ce qui est fait déjà? Pour sortir de la dépendance extérieure, je vous ai dit tantôt que nous produisions à peine 40%, toutes spéculations comprises, c'est-à-dire bovins, ovins, caprins, nous produisons à peine 40% de ce que nous consommons. C'est-à-dire l'essentiel vient de l'extérieur. Et je vous ai aussi situé le tableau. Nous avons ces sources d'approvisionnement qui sont aujourd'hui perturbées pour différentes raisons, djihadisme, etc. Voilà. Donc la meilleure solution, c'est de produire localement pour que nous soyons moins dépendants de l'extérieur. Et à cet effet, nous avons décidé, au niveau du gouvernement en tout cas, de réactiver nos dispositifs qui existaient par le passé. La production de kits d'élevage au niveau de Boundiali, à Pania, pour que ceux qui s'intéressent à la production, à l'élevage de bovins pour la carcasse, pour la viande, puissent avoir de quoi s'installer avec ça à partir de Boundiali. Pour ceux qui s'intéressent à l'élevage de bovins pour la production de lait, à partir de Ferké, pourront se produire à Nironingé. Pour ceux qui s'intéressent à l'élevage de moutons ou bien de cabris, à partir de Béomi, pourront se produire et obtenir de quoi faire leur exploitation là-bas. C'est ainsi, par l'installation de jeunes avec des kits d'élevage, nous pourrons massivement, à échéance, avoir des éleveurs, avoir de la production nationale suffisante pour pouvoir couvrir l'ensemble de nos besoins et être indépendants vis-à-vis de l'importation extérieure. C'est ainsi défini la stratégie du gouvernement. Est-ce que cela concerne seulement ceux qui sont déjà dans l'élevage ou les nouvelles personnes qui veulent se lancer dans ces secteurs-là? Ceci concerne tous ceux, aussi bien les anciens que les nouveaux. Parce que, je l'ai dit encore une fois, nous allons produire des animaux, en guillemets, améliorés, dans le sens où ils ont de meilleures conformations. Si vous prenez le bœuf de race ivoirienne, race locale, l'Andama par exemple, vous voyez, quand on le compare par rapport à un bœuf venant de la zone sahélienne, les conformations sont différentes. Ça se voit même au niveau de la dialonquée, c'est-à-dire le mouton dialonqué. Oui. Le dialonqué venant sahélien, il est beaucoup plus costaud que celui qui est local là-bas, qui est un tout petit peu un nez à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Justement, il y a de l'amélioration de conformation à faire à ce niveau. Et ce sont ces animaux, en guillemets, améliorés dans leur conformation que nous allons mettre à disposition pour que nous n'ayons pas forcément besoin d'aller chercher des animaux à l'extérieur, en importation, pour venir ici. Parce qu'un animal local, notre petit mouton qui est là, il est petit, mais il est très adapté aux conditions et vacciné aux maladies qui sont vécues ici par les animaux. Oui. Donc nous allons le croiser avec un Sahélien qui vient de l'extérieur pour augmenter sa masse, si c'est la masse qui est cherchée. Et puis après, maintenant, il aura aussi bien les conformations de son immunité au niveau vétérinaire par rapport aux maladies, mais aussi les performances de la carcasse voulues des autres. Donc voilà, ce sont des animaux améliorés que nous mettrons à la disposition des gens qui vont s'installer en ferme privée. D'accord. Au niveau des volailles, qu'est-ce qui sera fait? Au niveau des volailles, nous n'avons pas véritablement de grands problèmes à ce niveau. Aujourd'hui, comme je l'ai dit aussi, je crois que c'est l'une des spéculations où nous avons le plus performé depuis les 3 dernières années, où l'État a pris résolument la décision d'être autonome sur cette spéculation en mettant une taxe à l'entrée qui permet en réalité de protéger la production locale.
Donc aujourd'hui, nous sommes à 98% de taux de couverture de nos besoins sur la viande d'élevage, de volaille. Et sur les œufs, d'ailleurs, nous sommes à près de 120%, 110 à 120%, c'est-à-dire nous exportons même. Mais n'empêche, la marge de progression est grande parce que comparativement à tout pays qui consomme du poulet, nous sommes vraiment très loin par rapport au taux de kilogrammes de viande de poulet consommée par an. Donc nous pensons que même alors, là, à 98%... Qu'est-ce qu'il explique? Il faut aller étape par étape, hein. Il y a les habitudes qui changent, etc. Bon, je pense que ça va étape par étape, ça viendra dans tous les cas. Donc le secteur, la marge de progression est très grande et donc il y a encore une possibilité d'installation de plusieurs millions d'acteurs dans le secteur. Le seul défaut de ce secteur avicole, c'est que vous avez l'exploitation encore de type relativement artisanal. Donc c'est ainsi que nous avons décidé que ceux qui sont investis dans le secteur, nous allons les accompagner à passer à la modernisation de leurs différentes exploitations, d'où la mise en place du PMSA qui permet d'améliorer les systèmes de production de poulet en Côte d'Ivoire de façon définitive pour que, en plus de la quantité dont nous disposons, nous puissions en avoir plus, mais en bonne qualité. Alors, oui, avant ça, dans tous les secteurs d'élevage, il y a aussi le problème d'espace qui se pose aux éleveurs. Comment résoudre cette équation? Question très pertinente d'ailleurs. Effectivement, il y a de plus en plus de pression sur les espaces dédiés à l'élevage, hein, et je pense que c'est un sujet qui est en pleine réflexion actuellement au niveau du gouvernement pour que de la même façon que nous établissons les plans d'urbanisation, nous puissions avoir greffé dans la réflexion des espaces pour faire de l'agriculture côté élevage, parce qu'on ne peut pas ne pas intégrer cela dans tout développement rural, à minima même urbaine. Si on n'a pas des espaces dédiés, nous aurons forcément des crises ultérieurement sur le sujet. Et je pense aussi, je l'ai mis sur la table du gouvernement, nous attendons des réflexions approfondies sur le sujet. D'accord. Martina, ta question? Oui. En fait, monsieur le ministre, je pense que comme toutes les ménagères, on se pose la même question. Oui. On a entendu, vous êtes en train de faire mains et pieds pour innover le secteur, pour développer le secteur. Mais la ménagère à la maison qui écoute, elle se demande, est-ce que cela va impacter le prix du kilo de viande, le prix du poulet? C'est en fait son inquiétude réelle après. Je crois que c'est la finalité aussi. Et quand on sait que souvent pendant les périodes de fête, les prix augmentent légèrement. Et hors fête même, on souhaite savoir en fait. Ben, évidemment, tous les chantiers sont urgents. Tous les chantiers sont urgents et nous n'avons pas le choix que de les adresser tous à la fois. Je vous ai parlé tantôt de la crise ukrainienne qui oblige chacun des pays à s'interroger sur sa capacité à alimenter ses propres populations. Je vous ai parlé aussi tantôt de la crise de la Covid, qui déjà très tôt avait fermé les frontières. Et si les pays ne se posent pas les bonnes questions, ben les gouvernants auront en face d'eux leur population. Donc nous n'avons pas le choix que d'adresser le sujet. Et les réponses que nous essayons d'apporter sont des réponses structurelles qui permettront, je l'espère, à court terme, mais au plus tôt à moyen terme, commencer à produire des résultats pour adresser ce sujet. Et c'est pour cela que quand nous avons, dans le cadre de notre politique, valorisé d'ailleurs ce document politique dont on a parlé en début d'émission, dont la valorisation est près de 1049 milliards de francs CFA, il y aura une grande partie qui est supportée par le secteur privé pour près de 60% de cette ressource et 15% attendu de l'État du Côte d'Ivoire et 25% approximativement des partenaires techniques et financiers. Donc globalement tout ça, quand on les met de bout en bout et qu'on adresse toute la chaîne de valeur comme nous tentons de le faire avec l'aliment, avec les différents acteurs structurels, etc., au bout de la chaîne, c'est pour baisser le coût. Voilà. Si nous importons moins de maïs et que nous produisons du maïs, ou bien nous produisons en tout cas un aliment suffisamment renforcé au niveau des protéines et au niveau des valeurs énergétiques au niveau local ici, forcément le coût sera moindre que ce qui est importé. Voilà. Donc ce sont toutes ces initiatives pour l'utilisation des produits locaux
pour bien sûr enrichir le secteur, toute la chaîne de valeur de production animale. Est-ce qu'on peut avoir une estimation de temps? Donc combien de temps tous ces efforts porteront pourront impacter en fait le prix de la viande? Dans combien de temps toutes ces initiatives vont impacter le prix de la viande? Nous avons établi un plan sur la période 2022-2026. Et notre objectif, c'est que d'aujourd'hui à pratiquement 40%, toutes spéculations comprises, nous puissions atteindre près de 70% de production, mise à disposition 70% de l'ensemble de toutes les spéculations dans le panier des différents, voilà, à la disposition des Ivoiriens. Et à ce moment-là, vous sentirez forcément l'impact sur le coût de ce qui est acheté. Voilà. D'accord. Donc, toutes les initiatives dans le secteur concourent à aller dans ce sens. Okay. Le mot est sorti. Là, toute une question de cette émission. Le mot est sorti, peut-être le ministre l'a dit, Hakim l'a dit, moi je l'ai sorti, tout le monde l'a dit, c'est Tabaski. Oui, c'est une période de l'année où le musulman il est inquiet. Oui. Et c'est une période cruciale pour tous les musulmans. Oui. Tout à l'heure, le ministre l'a dit en intro, pour dire que l'année dernière, par exemple, il y a une petite crise. Connaissant les deux pays qui nous approvisionnent, c'est-à-dire le Mali et le Burkina Faso. Je veux dire, est-ce que à quelques 5-6 mois encore de la Tabaski, est-ce que le ministre peut nous dire que des dispositions sont prises pour que le musulman cette année ait son mouton tranquillement? Pour arriver à stabiliser le prix du mouton dans le contexte qui est celui que nous connaissons au niveau international cette année 2022, nous avons dû nous y prendre 4 à 5 mois avant. Merci. Voilà. Et donc, comprenez qu'à 4 à 5 mois ou 6 mois de la prochaine Tabaski, nous avons déjà commencé à travailler sur le sujet. Et nous croisons le doigt, Inch'Allah, en espérant que rien d'extraordinaire ne nous empêchera d'atteindre cette mission que le chef de l'État nous a donnée, le fait de garantir le mouton de rêve de tous les bons, tous les fidèles, voilà, au prix le plus abordable possible. Alors, c'est que mon pour acheter 2 moutons. Pourquoi pas? D'accord. Merci infiniment, monsieur le ministre de Ressources Almazia. Nous sommes presque au terme de cette émission, le Talk d'Al Bayan. Quel est votre mot de la fin? J'aimerais vraiment insister sur un fait. Et le sujet qui me tient à cœur, c'est que les Ivoiriens s'intéressent vraiment aux différents sujets qui sont autour d'eux. Le tout n'est pas de s'asseoir dans un bureau avec une cravate. Il faut pratiquer le terrain et c'est sur le terrain que l'argent se gagne. Et il y a énormément d'argent à se faire dans le secteur de l'élevage, que ce soit l'élevage de poissons, que ce soit l'élevage de toute spéculation animale, moutons, cabris, etc. Il faut juste qu'on s'y intéresse, qu'on ait un minimum de formation. Et je peux vous assurer que la différence va se faire. Parce que si vous voyez autant de personnes étrangères qui sont investies dans le secteur, c'est parce qu'ils gagnent de l'argent là-dedans. Et malheureusement, c'est vraiment c'est pas que j'ai un problème avec ces personnes étrangères. Ce sont des parents, la plupart du temps. Nous avons fondé des foyers ensemble. Mais il faut que l'Ivoirien s'intéresse véritablement là où il y a de la ressource. Après, on va se plaindre, ah oui, l'État, mais il faut que vous vous réveillez pour vous intéresser à ces différents secteurs. Sinon, bon, ça se fera sans vous. Donc, notre mission, c'est de passer le message pour qu'ils voient les opportunités qui s'offrent à eux, pour qu'ils y aillent pleinement, franchement, et l'avenir nous dira les résultats qu'ils auront. Comme pour dire, à boire et à manger. À boire et à manger. Alors, monsieur le ministre, rassurez-vous, votre message est bien passé parce que vous êtes sur Al Bayan et le groupe Média Al Bayan. C'est un groupe qui a beaucoup suivi, tant à la radio qu'à la télé. Et rassurez-vous, le message est très très bien passé. Mokhtar, tu vas te lancer bientôt. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé, mais je voulais juste à titre d'exemple. Hein. Allez-y. Ouais, quand on veut, c'est un document que j'ai demandé à mes collaborateurs de produire pour s'investir parce que j'aurais dû me poser la question, mais il faut combien pour pouvoir faire un élevage? Démarrer un élevage. Voilà, donc je me suis préparé. Hein. Madame m'a dit que vous étiez très perspicace, madame. Voilà, donc rien que pour l'élevage de pintade, 22 000 francs. 22 000 francs suffisent. Avec 22 000 francs, on commence avec 10 femelles pintades et on peut aller
faire quelque chose, au bout d'un certain nombre de temps, on peut gagner près de 4 mois précisément, on peut gagner 60 000 francs par mois. Non. Quand vous prenez le levage d'agouti, avec 90 000 francs, vous démarrez un élevage, 5 femelles, un mâle, et après un certain nombre de temps, vous avez près de 60 000 francs par mois. Ça, c'est pour démarrer. Ainsi de suite, on peut aller peut-être, si vous le voulez, sur le mouton. Bon, là, c'est un peu plus élevé, à 335 000 francs. Vous avez 10 femelles, un mâle, et après une certaine période, vous commencez à gagner de l'argent régulièrement qui rentre 50, 100 000, 200 000 francs par mois. Vraiment, il faut que les gens s'intéressent à ce secteur et c'est rentable. En tout cas, pour le secteur rural, en dehors d'Abidjan, même à Abidjan, il y a des espaces dédiés où les gens peuvent faire de l'élevage pour gagner leur vécu. D'autant plus que beaucoup de gens, ils disent à la retraite, je vais aller au champ, mais à la retraite, on peut aller faire de l'élevage aussi. Aujourd'hui, il faut qu'on pense à cela. Merci, monsieur le ministre, pour toutes ces informations également, surtout ces chiffres qui nous permettent en tout cas de commencer avec combien il faut investir dans chaque type d'élevage qui sera rentable dans juste quelques temps. Il faut juste être patient. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci surtout d'avoir accepté d'être l'invité de ce talk d'Albayan pour parler en tout cas de comment parvenir à sortir de cette dépendance en protéines animales en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci. Merci Mokhtar Toungara. Merci Madina Raissa Koulibaly. Chers téléspectateurs, merci également à vous de nous avoir suivis. On remercie également la délégation du ministre également qui l'a accompagné pendant donc, cette émission qui a duré moins d'1 heure. On se retrouvera Inch'Allah lundi pour un autre talk sur la télé Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.